J'ai oublié que j'avais une femme, dit le duc de Rexton. Et les hommes autour de lui rirent comme s'il avait dit quelque chose d'intelligent. Isabelle se tenait dans le couloir, devant le salon. Elle serrait le grand livre des comptes contre sa poitrine. Et elle n'entra pas. La porte n'était ouverte que de la largeur d'une main. C'était assez pour que la lumière des bougies se répande en or sur le parquet à ses pieds. Assez pour que les mots lui parviennent, entiers, intacts et impossibles à ne plus entendre. Elle était venue montrer à son mari une divergence de 11 livres et 4 shillings dans les comptes des locataires. C'était une petite chose, un problème qui pouvait se résoudre. Le genre de problème qu'elle avait appris à lui soumettre à l'heure où il était le moins susceptible d'être dérangé. Elle ne s'attendait pas à être elle-même l'interruption. Debout dans son propre couloir, écoutant son propre nom, conclure une plaisanterie. « 3 ans de mariage, dit Lord Carfax en remplissant son verre. Et vous vous souvenez à peine de son visage au petit déjeuner. Pas étonnant qu'il n'y ait pas encore de nursery, Raxton. Un homme doit se souvenir de temps en temps que la dame existe. Elle reste dans ses appartements avec ses livres, dit Nathaniel Aldrich. Il n'y avait aucune cruauté dans sa voix, ce qui était en quelque sorte pire que la cruauté. Il n'y avait que de la négligence, le ton plat et irréfléchi d'un homme parlant d'un meuble dont il avait hérité, et qu'il n'avait jamais pris la peine de regarder à 2 fois. J'ose dire qu'elle a oublié mon existence tout aussi complètement. Cela nous arrange tous les deux. Isabelle ne pleura pas. Elle ne posa pas le registre pour s'enfuir en courant dans les escaliers. C'est ce qu'une version plus jeune d'elle-même aurait pu faire. Elle se retourna très calmement et rebroussa chemin. Et ce n'est que lorsqu'elle atteignit le palier de pierre froide au-dessus des cuisines qu'elle s'autorisa à s'arrêter. Elle posa une main à plat contre le mur et respira. Ce que Nathaniel ne savait pas, ce qu'aucun des hommes qui riaient dans ce salon ne savait, c'est que le domaine de Raxton Hall avait été sauvé de la ruine, discrètement et méthodiquement. Et ce, depuis près de 2 ans, par l'épouse dont aucun d'eux ne prenait la peine de se souvenir. Le mariage avait été arrangé quand Isabelle avait 21 ans. C'était une transaction sensée entre la modeste fortune de son père et le nom ancien de Nathaniel. Tout avait été négocié dans des bureaux de notaire à York. Pendant ce temps, les 2 personnes dont les vies allaient être bouleversées ne s'étaient rencontrées que 2 fois. Les 2 fois lors de dîners si bondés qu'aucun n'avait dit plus d'une douzaine de mots à l'autre. Son père était un marchand de laine. Il était devenu assez prospère pour acheter un titre à sa fille, sinon tout à fait le bonheur. Il avait pleuré de soulagement le jour où l'accord fut signé. Il croyait lui avoir assuré un avenir bien plus grandiose que tout ce qu'il aurait pu lui offrir autrement. Isabelle avait pleuré aussi, dans la voiture qui l'emmenait à Raxton Hall pour la première fois, mais pour des raisons plus difficiles à nommer. C'était un mélange de peur et d'espoir qu'elle avait soigneusement dissimulé avant que la voiture n'atteigne les grilles. Elle était déterminée à arriver digne, peu importe ce qui l'attendait à l'intérieur. Elle était venue à Raxton Hall en espérant, sinon l'amour, du moins un partenariat. Elle avait trouvé à la place un mari déjà en retrait. Un homme qui avait hérité d'un domaine en déclin et de l'attention constante et mielleuse de son cousin presque au même moment, et qui avait choisi, à la manière des hommes qui ne savent pas mener 2 batailles, de n'en mener aucune. Il avait préféré disparaître dans des registres qu'il ne comprenait pas, et dans une correspondance à laquelle il ne répondait pas. Le premier hiver, elle avait pleuré en privé et affiché le contentement en public, comme on le lui avait appris. Sa mère croyait que la contenance était le seul héritage dont une fille avait vraiment besoin. Elle avait donc appris très tôt que la déception d'une femme était une affaire privée. Une affaire à gérer derrière une porte fermée, sans jamais troubler la surface lisse d'un foyer. Alors elle souriait au dîner et s'enquérait de la journée de Nathaniel, bien qu'il répondît rarement par plus d'une syllabe. Et elle se retirait chaque nuit dans une chambre à coucher, au bout du couloir, loin de la sienne. Une distance qui avait d'abord semblé purement architecturale, mais qui, au 2e mois, avait pris l'allure d'un verdict. Elle avait essayé, dans ses premières semaines, de combler cette distance. Elle lui avait demandé une fois, gentiment, s'il voulait bien se promener avec elle dans les jardins. Il avait accepté avec une courtoisie si dépourvue de chaleur qu'elle n'avait pas redemandé. Elle avait fait venir de York des livres sur la gestion de domaine. Elle pensait qu'elle pourrait en discuter avec lui au souper, et trouver un terrain d'entente dans la gestion de la maison qui était désormais nominalement la sienne. Il avait jeté un coup d'œil au volume sur la table de son petit salon une fois. Il n'avait posé aucune question et était retourné à son propre silence.
Ce n'était pas de la cruauté, finit-elle par comprendre. C'était un homme si profondément convaincu de son propre échec, qu'il avait cessé de croire que quiconque voudrait partager l'épave de sa vie avec lui, et encore moins une épouse qu'il connaissait à peine. Le deuxième hiver, elle avait cessé de pleurer et commencé à lire. Elle avait trouvé les livres de comptes du domaine, rangés dans une armoire du bureau de l'ancien intendant. La poussière était épaisse sur leur reliure, les écritures étaient serrées, peu fiables, et devenaient de plus en plus brouillonnes à mesure qu'on remontait dans le temps. L'intendant de Raxton Hall avait pris sa retraite ce printemps-là, dans le cottage de sa sœur à Whitby. Il était usé par une décennie à gérer un domaine dont le maître refusait d'être géré avec lui. Et personne n'avait encore été engagé pour le remplacer. Isabelle s'était assise au vieux bureau de l'intendant par un après-midi gris d'octobre. Elle voulait seulement satisfaire sa propre curiosité. Et elle ne s'était pas vraiment relevée depuis, du moins pas d'une manière qui comptait, pendant 2 ans. Elle apprit seule le langage des loyers et des arriérés, des jours de terme et des baux des locataires. Elle apprit les petites malhonnêtetés qui se glissaient dans les colonnes quand personne ne les surveillait de près. Elle l'apprit comme elle avait appris tout ce qui comptait dans sa vie. Seule à un bureau, à la lueur d'une lampe, avec une patience qui surmontait tous les obstacles. Madame Abbott, la gouvernante, lui apportait du thé à 10 heures chaque soir, sans qu'on le lui demande. Et elle n'en parlait jamais à personne à l'étage. C'était le genre de loyauté silencieuse qui ne demande aucune permission et n'a besoin d'aucun remerciement. Le genre de loyauté qui avait empêché Isabelle de disparaître entièrement dans le silence de son mariage. C'est Madame Abbott qui avait la première dit la chose à voix haute. C'était 3 mois après le début du long apprentissage d'Isabelle au bureau de l'intendant. « Vous avez un don pour ça, votre grâce », avait-elle dit en posant le plateau de thé. Elle regardait les nouvelles colonnes bien nettes qui remplaçaient les anciennes, dépenaillées. Un vrai don. La moitié des hommes qui ont occupé ce bureau n'avaient pas votre boss des maths. Isabelle n'avait pas su jusqu'à ce moment-là qu'elle voulait l'entendre. La 2e année, elle gérait elle-même tous les comptes de Raxton Hall, en secret. Elle corrigeait des erreurs qui n'avaient pas été corrigées depuis 12 ans. Elle négociait discrètement avec des locataires dont les baux avaient été mal gérés par négligence plutôt que par malveillance. Elle construisait, shilling par shilling, une solvabilité que le domaine n'avait pas connue depuis que le père de Nathaniel portait le titre. Elle le faisait sans éloge, sans reconnaissance, sans que son mari ne demande une seule fois d'où venait l'amélioration des comptes trimestriels. Elle se disait que c'était simplement ainsi que fonctionnait un mariage de convenance. Elle commençait à soupçonner, dans la partie d'elle-même qu'elle n'examinait pas de trop près, que ce n'était pas du tout un mariage. C'était seulement 2 personnes occupant la même maison froide. Et il y avait Pearl Grennan. Le cousin de Nathaniel visitait Raxton Hall avec une régularité qui aurait pu passer pour de l'affection, si l'affection s'était montrée une seule fois dans ses yeux pâles. Il était l'héritier présomptif. Un fait qu'il mentionnait en société, avec la modestie étudiée d'un homme qui souhaitait que tout le monde s'en souvienne sans qu'il ait à insister. Il rendait visite à Nathaniel pour jouer aux cartes, pour chasser, pour le genre de compagnie masculine qui excluait Isabelle par dessein plutôt que par accident. Et il rendait aussi visite aux fermes du domaine, plus souvent qu'un simple cousin n'en avait l'occasion. Toujours avec une petite course qui le retenait seul dans la salle des archives de l'intendant pendant 1 heure d'affilée. Isabelle avait remarqué les divergences avant de les comprendre. Les loyers enregistrés comme payés, alors que les locataires juraient, discrètement et craintivement, qu'ils ne les avaient jamais payés en totalité. Une vente de bois dans le bosquet et qui apparaissait 2 fois, de 2 écritures différentes, avec 2 sommes différentes. Un total trimestriel qui, peu importe comment elle l'additionnait, n'arrivait pas au chiffre que Pearl rapportait joyeusement à Nathaniel autour d'un brandy à chaque visite. Elle n'avait encore rien dit. Elle avait appris en 2 ans à ce bureau qu'une accusation sans preuve était pire que le silence. Qu'une femme qui parlait contre le propre sang de son mari sans preuve serait qualifiée de jalouse, de sotte ou simplement de nerveuse, et que cette réputation, une fois acquise, était presque impossible à défaire. Elle avait vu Pearl charmer les épouses des locataires avec de petits cadeaux à Noël. Elle l'avait vu taper sur l'épaule de Nathaniel, avec la familiarité aisée d'un homme qui se croyait déjà le vrai maître de la maison. Elle l'avait vu la regarder, les rares fois où il se donnait la peine de la regarder, avec le mépris particulier réservé aux obstacles que l'on s'attend à voir disparaître.
Il n'avait jamais été méchant avec elle en parole. Il s'était simplement comporté, dans chaque geste, comme si elle n'avait aucune importance. Comme si les comptes qu'elle tenait étaient un passe-temps inoffensif qui prendrait fin dès qu'il hériterait de ce qu'il croyait clairement lui revenir de droit par patience. Alors elle avait commencé, aux heures les plus profondes de la nuit, à construire la preuve à la place. C'était cette preuve, une divergence de 11 livres qu'elle avait retracée à travers 3 registres distincts jusqu'à une unique entrée falsifiée de la propre main de Pearl, qu'elle avait apportée dans le couloir ce soir-là pour la montrer à son mari. Elle l'avait conçue comme une ouverture, une raison de s'asseoir enfin en face de lui et de dire clairement que quelque chose pourrissait dans sa propre maison, et qu'elle était la seule à l'avoir remarqué. Au lieu de cela, elle avait appris ce qu'il pensait d'elle, de sa propre voix, à ses propres amis, sans la moindre idée qu'elle se tenait assez près pour entendre chaque mot. Elle n'alla pas dans ses appartements ce soir-là pour pleurer. Elle alla plutôt au bureau de l'intendant, alluma la lampe et ouvrit le registre à la page qu'elle construisait depuis 3 semaines. Si Nathaniel Aldrich avait oublié que sa femme existait, pensa-t-elle, la main ferme sur la plume, alors il allait s'en souvenir d'une manière qu'il ne serait pas prêt d'oublier. Les jours qui suivirent se déroulèrent avec l'étrange qualité suspendue d'une maison qui retient son souffle. Isabelle ne confronta pas son mari. Elle ne pleura pas là où quelqu'un pouvait la voir. Elle se levait chaque matin, vêtue de la même laine grise délavée qu'elle avait portée pendant 2 ans de compétences inaperçues. Et elle s'occupait des affaires d'un foyer qui fonctionnait invisiblement grâce à son travail. Elle fit venir M. Pemberton. Le vieux notaire s'était occupé des affaires de son père avant son mariage. Il avait pris sa retraite dans un cottage, à 2 villages de là, quand ses yeux étaient devenus trop faibles pour les petits caractères des contrats. Mais pas trop faibles, Isabelle l'avait longtemps soupçonné, pour être tiré de sa retraite pour une affaire qui en valait la peine. Il arriva dans les 2 jours suivant sa lettre. C'était un petit homme précis, aux doigts tachés d'encre même à la retraite. Il écouta son récit sur les registres avec l'immobilité particulière d'un homme faisant un calcul mental minutieux. 11 livres. C'est une curiosité, dit-il finalement, en tournant les pages qu'elle avait marquées. Ceci. Et il tapota l'entrée du bois, dupliqué de 2 écritures. Ceci est une méthode. Depuis combien de temps suivez-vous cette piste? Depuis la Saint-Michel. Et vous n'en avez parlé à personne. Je vous en ai parlé, dit Isabelle. Vous êtes le premier. Pemberton la regarda un long moment par-dessus ses lunettes, le regard d'un homme révisant une vieille et confortable supposition. Votre père a toujours dit que vous aviez l'esprit le plus vif des 2 enfants. J'avoue que je croyais que c'était de la politesse. C'était de la précision, dit Isabelle, sans sourire. Mais quelque chose dans sa poitrine se détendit en l'entendant dit clairement par quelqu'un dont la bonne opinion n'avait jamais dépendu de la flatterie. Ils travaillèrent ensemble pendant les 15 jours suivants. Discrètement, aux heures où Nathaniel était occupé ailleurs avec ses amis, ses chevaux, ou l'oisiveté agitée d'un homme évitant sa propre maison. Pemberton remonta la piste de la vente de bois jusqu'à un marchand à Harrogate. Celui-ci confirma, dans un langage juridique prudent, que le second paiement n'était pas allé au domaine, mais à un compte privé. Isabelle remonta la piste des quittances de loyer falsifiées à travers 3 fermes. Leurs locataires, une fois assurés qu'ils ne seraient pas blâmés, admirent à voix basse et effrayés que M. Grenon avait perçu leur loyer personnellement plus d'une fois, et qu'il avait empoché la différence entre ce qu'il payait et ce qu'il enregistrait. En tout, cela représentait environ 400 livres sur 18 mois. Une somme assez modeste pour que Nathaniel, distrait et désengagé comme il l'était, ne l'ait jamais remise en question, et assez substantielle pour que Pearl Grenon ait clairement pris l'habitude de compter dessus. Pemberton s'était rendu lui-même à Harrogate, aux frais d'Isabelle, et malgré ses protestations qu'elle ne voulait pas l'épuiser pour son compte. Il était revenu 3 jours plus tard avec un petit carnet de cuir, rempli de la même écriture précise et taché d'encre qui avait autrefois géré les affaires de son père. Le marchand se souvenait clairement de la transaction, lui dit-il, assis une fois de plus en face du bureau de l'intendant. Il parlait avec la satisfaction particulière d'un homme qui n'avait pas perdu son talent pour la ruine méticuleuse. Un gentleman qui s'est présenté sous le nom de Grenon, percevant la seconde moitié du paiement du bois en espèces, plutôt que par billet à ordre. Ce qui n'est pas, votre grâce, la façon dont un homme honnête conduit les affaires d'un domaine. J'ai fait d'autres recherches à l'auberge Relais.
où il est connu pour séjourner quand il est à Harrogate. L'aubergiste a parlé, une fois persuadé que sa discrétion serait récompensée plutôt que punie. Il a parlé de lettres arrivant régulièrement de Londres, adressées à un monsieur Grenon, et de la détresse évidente de ce gentleman en les lisant. Des dettes, dit Isabelle. Il joue de l'argent, dit Pemberton, en posant le décompte final sur le bureau entre eux. J'ai fait mes propres enquêtes discrètes au-delà des ragots de l'aubergiste. Des dettes à Londres qu'une simple allocation de cousin ne couvrirait jamais. Il a besoin soit que ce filet d'argent du domaine continue, soit que l'ensemble de Raxton Hall lui revienne entièrement. Isabelle devint très immobile. C'était le genre d'immobilité qui ne vient pas du choc, mais d'un puzzle qui s'assemble enfin. Chaque pièce éparpillée qu'elle avait rassemblée pendant 2 ans s'emboîtait enfin en une seule forme, laide et cohérente. L'héritier présomptif préférerait qu'il n'y ait pas d'héritier du tout. Je ne le dirai pas si crûment en société, dit Pemberton, mais je ne vous contredirai pas non plus. Cela expliquait, avec une clarté qui glaça le sang d'Isabelle, les plaisanteries désinvoltes qu'elle avait entendues dans le salon. Des plaisanteries qui, elle le comprenait maintenant, avaient été en quelque sorte semées et encouragées, plutôt que simplement prononcées. Les visites de Pearl, son rire facile aux dépens de Nathaniel, son insistance douce auprès de quiconque voulait bien l'écouter, que le duc et la duchesse de Raxton se connaissaient à peine assez pour produire un héritier. Ce n'était pas de la cruauté gratuite, c'était une culture, patiente et délibérée, d'un mariage qu'il souhaitait voir échouer complètement. Elle pensa aux 11 livres, aux 400 livres, à 2 ans passés à un bureau pour lequel personne ne l'avait remercié. Et elle sentit le reste de son ancienne patience se consumer pour laisser place à quelque chose de plus dur et de plus utile. Elle alla voir Nathaniel le soir même. Pas dans le salon où ses amis pourraient se rassembler à nouveau, mais dans son bureau après le souper, quand elle savait qu'il serait seul. Il leva les yeux quand elle entra, légèrement surpris, comme si la porte elle-même avait parlé. « Isabelle, j'ai quelque chose que vous devriez voir, dit-elle. » Elle posa le registre sur son bureau, ouvert à la page que Pemberton l'avait aidé à construire. Elle n'adoucit pas les choses avec un préambule. Elle avait passé 2 ans à s'adoucir jusqu'à l'invisibilité. Et elle avait décidé, quelque part entre les 11 livres et les 400, qu'elle ne le ferait plus. Il lut en silence pendant un long moment. Elle vit la couleur quitter son visage, puis y revenir. Elle vit sa mâchoire se contracter, alors qu'il tournait les pages pour revenir au début. Il les relut une 2e fois, plus lentement, comme si l'incrédulité nécessitait un second passage pour se dissoudre correctement. « C'est l'écriture de mon cousin, dit-il enfin. « Oui, vous avez retracé tout cela vous-même. Je tiens ces comptes moi-même depuis 2 ans, dit Isabelle. Chaque entrée, chaque correction, chaque locataire renégocié équitablement, au lieu d'être laissé à l'abandon, sous un intendant trop usé pour les gérer. Je ne pensais pas que vous aviez remarqué que le domaine avait cessé de perdre de l'argent l'hiver après le départ de votre intendant. Je ne m'attendais pas à ce que vous me remarquiez du tout en vérité. Je pensais plutôt que vous aviez oublié que j'existais. » Il leva les yeux à ces mots, et elle vit les mots l'atteindre. Elle le vit comprendre précisément ce qu'elle voulait dire. Elle vit l'horreur particulière d'un homme réalisant que sa propre plaisanterie désinvolte avait voyagé plus loin que la pièce où elle avait été prononcée. « Vous m'avez entendu, dit-il, dans le salon. Chaque mot. » Il n'offrit aucune excuse. Elle y penserait plus tard comme la première chose qu'elle respecta vraiment en lui. Il posa le registre, se leva de sa chaise, traversa la pièce jusqu'à la fenêtre et resta là un long moment, le dos tourné. Ses épaules étaient droites d'une manière qu'elle ne les avait jamais vues en 3 ans à l'observer attentivement, à une distance prudente. « Je me suis demandé, dit-il sans se retourner, pourquoi je n'ai rien ressenti du tout, quand j'ai vu les chiffres trimestriels s'améliorer. 2 hivers ont passé. Je me suis dit que le vieil intendant avait enfin mis ses affaires en ordre avant de partir. Il ne m'est pas venu une seule fois à l'esprit que ma propre femme aurait pu s'asseoir à son bureau chaque nuit et faire ce qu'aucun des hommes que j'employais n'avait réussi à faire en une décennie. Je me demande maintenant si ce manque d'imagination est pire que la cruauté elle-même. Un homme cruel sait au moins ce qu'il a fait. Moi, je n'ai simplement pas réussi à vous voir du tout. Vous n'êtes pas cruel, dit Isabelle, et constata avec une certaine surprise qu'elle le pensait. Vous êtes un homme qui a confondu le silence avec la paix, et le chagrin avec une excuse. Ce sont des défauts différents de la cruauté. Je ne le dis pas pour les excuser.
Je le dis parce que je pense que vous devriez connaître la différence vous-même, si vous avez l'intention de vous corriger. Il se détourna alors de la fenêtre. Et quand il parlait de nouveau, sa voix avait perdu la négligence plate à laquelle elle s'était si habituée qu'elle avait presque cessé de l'entendre comme de la cruauté. « J'ai été un piètre mari, dit-il. Je ne le dis pas pour en être excusé. J'ai hérité d'un domaine que je ne savais pas comment sauver, et d'un mariage que je ne savais pas comment désirer. Et j'ai choisi, que Dieu me pardonne, d'échouer aux deux discrètement, plutôt que d'affronter l'un ou l'autre honnêtement. Vous avez géré cette maison et cette terre pendant 2 ans, pendant que j'étais assis dans ce bureau. Je me disais que j'étais trop occupé par le chagrin des échecs de mon père pour m'occuper des miens. C'était un mensonge que je me suis raconté si souvent que j'avais fini par y croire. Votre père n'est pas mort, dit Isabelle doucement. Il a pris sa retraite à Bath. Vous me l'avez dit vous-même. Non, dit Nathaniel, et quelque chose comme un sourire ironique et malheureux traversa son visage. Il n'est pas mort. J'ai simplement pleuré le domaine comme s'il l'était. Et j'ai laissé le chagrin m'excuser de ne pas faire le travail qu'il a laissé derrière lui. Vous avez fait le travail à ma place, et je vous ai remercié en oubliant votre visage au petit déjeuner. Isabelle ne s'adoucit pas envers lui d'un seul coup. Elle avait gagné, sentait-elle, le droit de le laisser mariner un peu plus longtemps dans l'inconfort de son propre aveu. Mais elle ne se détourna pas de lui non plus. Et quelque chose dans la pièce changea. Un vieux poids froid commençait très lentement à se soulever. « Que comptez-vous faire au sujet de votre cousin ?» dit-elle. « Maintenant que vous savez. » Nathaniel baissa les yeux sur le registre, sur la preuve minutieuse qu'elle avait construite ligne par ligne dans le noir, pendant qu'il dormait sans être dérangé 2 étages au-dessus d'elle. « Je compte, dit-il, laisser ma femme me dire exactement ce qu'elle pense qu'il faut faire. Elle y a clairement réfléchi bien plus que je n'ai réfléchi à quoi que ce soit en 3 ans. Ce n'était pas une déclaration d'amour. C'était, pensa Isabelle, quelque chose en quoi elle avait bien plus confiance. Le dîner avait été prévu 15 jours avant que tout cela ne soit révélé. Un rassemblement de familles voisines et du cercle habituel de Nathaniel, Pearl Grennan parmi eux. Il était assis à la droite de Nathaniel, comme il insistait toujours pour l'être. Isabelle avait envisagé de l'annuler. Elle décida plutôt qu'il n'y avait pas de meilleure scène. La longue table de Raxton Hall était éclairée ce soir-là par plus de bougies qu'elle n'en avait vues depuis des années. Et Isabelle portait le velours saphir profond qu'elle n'avait pas sorti de sa garde-robe depuis l'année de son mariage. Une robe choisie délibérément pour la façon dont elle captait la lumière et refusait d'être ignorée. Madame Abbott l'avait aidée à s'habiller avec des mains qui tremblaient légèrement de quelque chose comme de la fierté. Et elle n'avait rien dit du tout, ce qui, de la part de Madame Abbott, était sa propre forme de bénédiction. La conversation dériva, comme toujours à la table de Raxton Hall, vers les plaisanteries faciles de Pearl. Cette fois, sur la récolte des locataires et le prix du grain, livré avec son charme confiant habituel à un public enclin à rire avec lui. Il s'était, remarqua Isabelle, assis aussi près que possible de la droite de Nathaniel, comme le permettait le protocole. Et il adressait ses remarques plus souvent aux voisins assemblés qu'à son cousin. L'habitude exercée d'un homme accoutumé à être la personne la plus intéressante à n'importe quelle table qu'il occupait. 2 fois, pendant la soupe, et de nouveau pendant le poisson, il fit une petite plaisanterie douce à ses dépens. Le genre conçu pour susciter un rire affectueux et indulgent plutôt qu'une véritable offense. Le genre qui rappelait à une pièce, doucement, et à plusieurs reprises, que la duchesse de Rexton était une curiosité à tolérer plutôt qu'une femme avec qui il fallait compter. Isabelle sourit à travers les 2 plaisanteries, mangea son souper et dit très peu. Elle le laissa croire, comme il l'avait toujours cru, que son silence signifiait son accord. Elle attendit que le 2e plat ait été débarrassé, que la pièce se soit installée dans la chaleur particulière du bon vin et de la compagnie confortable, que les bougies aient brûlé assez bas pour que toute la table soit baignée de la douce lumière dorée qu'elle avait délibérément choisie pour cette heure. Et puis elle parla, de la voix égale et posée, qu'elle avait passé 2 ans à apprendre à garder stable sous n'importe quelle provocation. « Cousin Pearl, dit-elle, je me demande si vous pourriez m'aider à comprendre quelque chose dans les contes du bois. Je trouve une curieuse divergence datant de l'automne d'il y a 2 ans. La table ne se tut pas d'un seul coup. C'est le visage de Pearl lui-même qui la fit taire. Le vacillement de quelque chose de froid et de calculateur derrière son sourire facile, avant qu'il ne le maîtrise. J'avoue que je me souviens à peine des détails du bois du domaine.
votre grâce. De telles questions sont bien en dessous de mon attention. Comme c'est étrange, dit Isabelle, car elles sont enregistrées de votre propre main. Elle posa le registre sur la table à côté de son verre de vin, ouvert à la page marquée, et n'éleva pas du tout la voix. 2 fois en fait. Une fois pour la somme versée au domaine, et une fois sur un compte privé à Harrogate, pour la somme que vous avez gardée pour vous. Le silence qui suivit avait un poids. L'immobilité particulière d'une pièce qui réalise qu'elle assiste à quelque chose de vrai se déroulait en temps réel. Le sourire de Pearl ne quitta pas entièrement son visage, mais il était devenu cassant. Un masque porté un instant de trop après son utilité. C'est absurde, dit-il. Un malentendu facilement explicable. Alors expliquez-le, dit Nathaniel. Et toutes les têtes à table se tournèrent vers lui, vers le duc, qui n'avait jusqu'à ce moment presque rien dit de toute la soirée. Sa voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Expliquez le bois, cousin. Expliquez les loyers de la ferme d'Ashcott, de Pell's Cross et des cottages du moulin. Chacun d'eux que ma femme a retracé à travers 3 séries de livres jusqu'à votre propre perception des espèces et votre propre manquement à enregistrer la totalité. Expliquez pourquoi un homme sans la bosse des maths tenait des chiffres si précis pour lui-même en privé pendant 18 mois. Le sang-froid de Pearl tint exactement le temps qu'il fallut à la table pour absorber les implications du registre. Et puis il ne tint plus du tout. Il ressemblait, pensa Isabelle, à un homme regardant une dette arrivée à échéance, une dette qu'il s'était convaincu ne jamais être réclamée. « C'est une lubie de femme », essaya-t-il, et sa voix avait monté d'un demi-ton. La première vraie fissure en 3 ans d'aisance étudiée. Une femme avec trop de temps et trop peu d'occupation, imaginant des conspirations dans une colonne de chiffres qu'elle comprend à peine. « J'aurais pensé, cousin, que vous connaîtriez mieux les limites de votre propre femme pour vous laisser entraîner par elle à insulter votre famille à votre propre table. Les limites de ma femme, dit Nathaniel, ont sauvé ce domaine de la ruine pendant 2 ans, alors que j'étais trop consumé par mes propres échecs pour le remarquer. Je commence à penser que sa seule limite a été d'épouser un homme trop aveugle pour voir ce qu'elle accomplissait sous son propre toit. Vous, d'un autre côté, cousin, n'avez pas une telle excuse. Vous avez vu précisément ce qu'elle accomplissait. Vous avez simplement supposé qu'elle ne prendrait jamais la peine de regarder d'assez près votre propre main dans tout ça. Le regard de Pearl passa de Nathaniel à Isabelle et vice-versa, et quelque chose en lui s'aigrit encore plus. Le charme disparaissant entièrement maintenant pour révéler le calcul froid qui se cachait dessous depuis le début. « Vous prendriez sa parole, dit-il, bas et venimeux maintenant, contre votre propre sang, contre toute une vie de famille. Pour la parole d'une femme qui n'a rien fait ces 3 dernières années, sinon se cacher dans un bureau d'intendant avec un registre pour compagnie. Je prendrai la preuve, dit Nathaniel, contre un sang qui a dépensé 400 livres du loyer de mes locataires pour des dettes à Londres. Et je prendrai la parole d'une femme qui a maintenu ce domaine solvable pendant 2 ans, pendant que j'étais assis dans mon bureau à m'apitoyer sur mon sort. Contre la parole d'un homme qui a passé ces 2 mêmes années à encourager chaque âme qui voulait bien l'écouter, à croire que mon mariage était un échec. Je commence à comprendre maintenant pourquoi vous étiez si investi dans le fait que j'oublie que j'avais une femme, cousin. Un duché sans héritier convient bien mieux à vos desseins qu'un duché prospère. Isabelle regarda la pièce se retourner. Elle regarda les voisins qui avaient ri des plaisanteries de Pearl quelques minutes auparavant commencer à s'éloigner discrètement de lui. De la même manière qu'une marée se retire avant de vraiment se retirer. Elle ne jubila pas. Elle avait appris à ce bureau dans le noir que la justification n'avait besoin d'aucune performance pour être complète. Elle joignit simplement ses mains sur le registre et laissa le silence faire ce que le silence fait de mieux. C'est-à-dire, faire sonner les protestations de Pearl Grennan, à chaque oreille dans la pièce, exactement aussi creuse qu'elle l'était. Il quitta Raxton Hall avant que le dessert ne soit débarrassé. Sa voiture fut appelée en hâte, son charme facile, entièrement abandonné, au profit d'une retraite blanche et furieuse. Les voisins qui restèrent à table dirent peu de choses pendant plusieurs minutes. Puis, peu à peu, le cours ordinaire de la soirée reprit, bien qu'Isabelle remarqua qu'aucun d'eux n'accueillit le départ de Pearl avec quoi que ce soit qui ressemble à de la sympathie. Le charme emprunté d'un homme, pensa-t-elle en regardant la porte se fermer derrière lui, ne peut le porter qu'aussi loin que les gens autour de lui sont prêts à continuer de lui accorder leur crédit. Monsieur Pemberton,
assis tranquillement au bout de la table, s'occuperait des détails juridiques dans les jours suivants. Il y avait la question du remboursement, négocié par l'intermédiaire de notaires plutôt que crié à travers les salons. 400 livres rendus au domaine, en plusieurs versements que Pearl, dépouillé de son crédit à Londres et de la patience restante de sa famille, n'eut d'autre choix que d'honorer. Il y eut la rupture formelle de sa prétention présumée à tout héritage futur. Un document que Nathaniel signa avec une fermeté qu'Isabelle n'avait pas vue en lui auparavant. Et un mot discret, envoyé par des canaux, que Pemberton comprenait bien mieux que l'un ou l'autre des Aldrich, aux créanciers de Pearl à Londres. Il les informait qu'aucun crédit supplémentaire ne devait être accordé sur la foi d'un titre qu'il ne détiendrait très probablement jamais. Il ne retourna plus jamais à Raxton Hall. On le vit quelques mois plus tard, à une réunion de moindre importance à York, considérablement diminué en fortune et en compagnie. Et l'histoire qui parvint à Isabelle ne portait aucun triomphe pour elle. Seulement la justice tranquille et banale d'un homme finalement contraint de répondre d'une arithmétique qu'il avait supposé que personne ne prendrait jamais la peine de vérifier. Rien de tout cela ne nécessita qu'Isabelle élève à nouveau la voix. La preuve avait fait le travail qu'elle lui avait demandé. Nathaniel la trouva ensuite dans le bureau de l'intendant, au bureau où elle avait passé 2 ans sans être observée. Le registre était maintenant fermé et soigneusement mis de côté. Il se tint un moment dans l'embrasure de la porte avant d'entrer. Et elle pensa, en le regardant, qu'il regardait la pièce elle-même différemment maintenant, comme s'il voyait pour la première fois ce qu'elle avait réellement contenu. « J'ai passé 3 ans, dit-il, à occuper la même maison que la personne la plus capable qui s'y trouve, et j'ai appelé ça un mariage que j'avais oublié. » « Vous n'avez pas oublié, dit Isabelle. Vous avez choisi de ne pas regarder. Il y a une différence, bien que j'avoue qu'il m'a fallu un certain temps pour la voir. Me pardonnerez-vous la différence ? Elle y réfléchit honnêtement, car elle s'était promis il y a 2 hivers qu'elle ne répondrait plus jamais à une telle question qu'avec la vérité. « Je ne sais pas encore, dit-elle, mais je trouve que je ne souhaite plus disparaître de cette maison pour y survivre. C'est, je pense, un début. » Il traversa la pièce et s'assit, non pas dans le fauteuil du maître qu'il n'avait jamais occupé à ce bureau, mais sur la simple chaise en bois en face d'elle. La chaise que Madame Abbott avait toujours utilisée pour apporter le thé du soir. « Alors laissez-moi commencer ici, dit-il. À votre bureau, à apprendre ce que vous savez déjà. Je trouve que j'ai beaucoup à apprendre, et bien moins de temps que je n'en ai déjà gaspillé. » Les semaines qui suivirent passèrent comme les saisons, quand une maison a enfin cessé de retenir son souffle. Isabelle enseigna à Nathaniel les contes qu'elle avait tenus seule pendant 2 ans, et elle découvrit, à sa tranquille surprise, qu'il apprenait vite une fois qu'il se donnait la peine d'essayer. Que l'homme qui s'était caché de ses propres registres avait un esprit plus vif pour eux qu'il ne s'en était jamais crédité. Ils travaillaient ensemble au bureau le soir, et le thé que Madame Abbott apportait à 10 heures chaque nuit trouvait maintenant 2 tasses qui l'attendaient au lieu d'une. Il ne déclara pas ses sentiments par un grand discours. Ce n'était pas. Isabelle en était venue à le comprendre, dans sa nature. Pas plus que ce n'était dans la sienne d'en exiger un. Il le montra plutôt par de petites attentions persistantes, dans la chaise qu'il avait déplacée en permanence dans le bureau de l'intendant. Dans les questions qu'il lui posait maintenant, avant qu'une décision ne soit prise plus tôt qu'après. Le matin où il apparut au petit déjeuner, avant qu'elle n'ait fini son thé, il s'assit simplement en face d'elle, ne disant rien d'important, restant simplement là. Ce qui était sa propre forme de déclaration pour un homme qui avait passé 3 ans à trouver des raisons d'être ailleurs. Il se promena aussi avec elle dans les jardins ce printemps-là. Les mêmes jardins qu'il avait autrefois accepté de visiter avec une courtoisie si dépourvue de chaleur qu'elle ne le lui avait jamais redemandé. Cette fois, il le lui demanda sans qu'on le lui suggère, un matin où le givre brûlait encore sur l'herbe. Et quand elle le regarda avec un petit reste de son ancienne prudence, il dit seulement « Je trouve que je vous dois un grand nombre de promenades que je n'ai pas faites. J'aimerais commencer à rembourser la dette, si vous m'accordez les intérêts. » Elle avait ri à cela, un vrai rire, le premier qu'elle se souvenait de lui avoir donné librement, et elle avait pris son bras sans plus d'arguments. Les locataires remarquèrent le changement avant le reste du comté, comme les locataires remarquent toujours de telles choses en premier. La nouvelle se propagea de la ferme d'Ashcott à Pell's Cross jusqu'au cottage du Moulin. Le duc lui-même se déplaçait maintenant avec la duchesse pour examiner les baux qu'elle avait longtemps gérés seule, qu'il demandait l'avis des locataires et semblait, pour la première fois de mémoire d'homme,
attendre réellement les réponses. Madame Abbott, qui avait apporté 2 tasses de thé au bureau de l'intendant chaque soir pendant des mois sans commentaire, s'autorisa enfin une seule remarque sur le plateau du petit-déjeuner un matin d'avril. « Cela fait du bien à une maison, votre grâce, dit-elle, d'être gérée par 2 mains au lieu d'une. Quand les 2 mains prennent la peine de savoir ce que l'autre fait. » C'est des mois plus tard, au cœur d'un hiver doux et gris, semblable à celui où elle avait ouvert pour la première fois les registres de l'intendant, qu'Isabelle lui annonça, dans ce même bureau, à ce même bureau, qu'elle portait son héritier. Nathaniel resta silencieux un long moment. Elle vit la nouvelle s'installer en lui de la même manière qu'elle avait vu la preuve de la fraude de Pearl s'installer. Lentement, complètement, réorganisant tout ce qu'elle touchait. « J'ai dit à mes amis que j'avais oublié que j'avais une femme, dit-il enfin. Et il ne restait plus aucune négligence dans les mots, seulement quelque chose de plein de remords. Il semble, votre grâce, que ma femme n'a pas oublié une seule chose qui comptait. Non, acquiesça Isabelle. Et pour la première fois en 3 ans, elle se permit de lui sourire sans en retenir aucune partie. Non, je n'ai pas oublié. Le registre était toujours sur le bureau de l'intendant le printemps suivant. Sa couverture était usée et douce par 2 ans d'utilisation solitaire et une saison d'études partagées. Et à côté, pressé à plat entre ses pages, là où Isabelle avait autrefois marqué la divergence du bois qui avait tout changé, une seule brindille séchée de la bruyère des Landes. Elle poussait à l'état sauvage le long de la frontière est du domaine qu'elle avait appris, jour de terme après jour de terme, à sauver. Nathaniel l'avait trouvée là un soir et lui avait demandé ce que cela signifiait. La preuve, avait-elle dit, que quelque chose qui vaut la peine d'être gardé peut survivre à l'oubli, s'il est assez patient et si quelqu'un prend enfin la peine de regarder. Il ne l'avait plus jamais oublié. Elle s'en était assurée.